Voilà, vous pouvez utiliser le chat et puis moi, je transmets les questions à William. Voilà, bah, du coup, William, je te laisse te présenter et nous expliquer un peu qui tu es, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu fais. Ça marche. Bah, du coup, bonjour tout le monde, enfin, bonsoir. Donc, je suis William Arès. Donc, j'ai été diplômé, j'ai le BTS en 2018. Donc, ça va faire 3 ans en septembre. J'ai attaqué directement par la prestation de santé à domicile. Donc, au final, je ne connais que ça. Et du coup, j'ai fait mes études à Adonis, Toulouse, donc à Toulouse, et j'ai eu Lauriane en tant que professeur. Ça Voilà, marche le réseau, je vous fais participer de l'expérience de mes anciens élèves. C'est super, j'aime bien avoir des nouvelles. c'est clair. Donc voilà, donc au final, je suis donc diététicien coordinateur chez un prestataire de santé à Toulouse, à Bordeaux actuellement. J'ai travaillé aussi à Carcassonne pour commencer. Et puis voilà, donc pour l'instant, ça me plaît tout à fait. C'est ce qui me correspond le mieux. Donc après, je ne sais pas si je commence à expliquer maintenant ou j'attends les questions. Eh bien, peut-être que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à la prestation à domicile, justement, en lien avec Ouais, la ok. question de Camille. Et oui, en fait, j'y suis arrivé un petit peu par hasard. J'ai fait mon stage, j'avais fait un stage thérapeutique, voilà, j'avais oublié le nom, thérapeutique à l'hôpital de Carcassonne. Et il y avait une diététicienne qui était à mi-temps chez un prestataire de santé à domicile, qui comptait laisser son poste en fait parce qu'il prenait un temps plein à l'hôpital. Et elle m'a proposé du coup son poste parce que ça se passait bien à l'hôpital. Et moi, j'ai décidé du coup de faire mon stage optionnel d'abord avec elle pour découvrir ce domaine. Parce qu'au final, du coup, c'est vrai qu'on ne l'aborde pas du tout pendant le BTS, enfin, en tout cas très peu. Et du coup, j'ai fait mon stage optionnel avec elle. Ça m'a plu. Donc, c'est pendant 4 semaines. Ça m'a plu. Et puis, à l'issue, dès que j'ai été diplômé, je l'ai remplacé. Donc, c'était un mi-temps, enfin, c'était un 40%. Donc, c'était basé à Carcassonne. Et puis, j'ai commencé là-bas. Et puis, ça m'a plu. C'est ce qui me correspondait. En tout cas, ça me correspondait très bien. Donc, voilà. Après, j'ai cherché un autre poste dans une autre ville, dans le même domaine. J'ai trouvé. Et puis, du coup, j'y suis toujours. D'accord. Voilà comment je suis Donc, arrivé. juste pour faire le lien avec le BTS, là, William, donc il a parlé de 4 semaines de stage à thème optionnel. Depuis le nouveau référentiel 2019, vous savez, c'est 5 semaines, hein. On n'est plus sur Ok. 4. Voilà. Et je me permets aussi une autre info. Donc là, il travaille dans une entreprise privée de prestation à domicile, mais parfois, ça peut être ce qu'on appelle de la HAD, hospitalisation à domicile. Et dans certaines académies, les stages en HAD sont autorisés pour les stages thérapeutiques. D'accord? Alors, pas partout, ça dépend des académies. Par exemple, dans l'académie de Toulouse-Montpellier, depuis 2018, ils acceptent les stages en HAD parce qu'il y a tellement de candidats dans cette région-là pour très peu de places en stage qu'ils ont décidé d'élargir et ils autorisent la HAD, mais pas la prestation chez un privé. OK? La prestation chez un privé, ça peut être un stage optionnel, stage à thème optionnel, mais pas un stage thérapeutique. Et pour la HAD, ça peut être des stages thérapeutiques dans certaines académies. Donc vous, si c'est un truc qui vous tente ou si vous avez des pistes, vérifiez quand même auprès de votre rectorat, pardon, si ça peut être validé ou pas, parce que ce serait dommage que vous vous lanciez là-dedans si en fait c'est pas validé. Voilà. Mais votre école pourra vous renseigner aussi au moment de signer la convention, a priori, hein, parce que l'école est censée vérifier si la structure que vous avez choisie correspond avec les exigences du référentiel. Voilà, C'est donc ça en fait, ouais. Le HAD, c'est vraiment, c'est différent. C'est pour des soins en général qui sont beaucoup plus lourds. Il y a une surveillance médicale qui est accrue avec un médecin de l'HAD et des infirmières de l'HAD qui interviennent beaucoup plus souvent au domicile. Donc c'est pour des soins qui sont assez lourds par rapport à la prestation, qui au final, ça reste c'est des soins qui sont plus légers en tout cas. L'HAD, c'est vraiment une hospitalisation à domicile, donc avec une équipe médicale, un médecin qui fait un suivi vraiment poussé. Donc c'est pour des grosses prises en charge en général. d'accord. Et donc, dans la prestation à domicile, comme là où tu travailles, est-ce qu'il y a une équipe médicale? Comment ça s'organise un peu le... Alors non, il y a pas de médecin, il y a une équipe, il n'y a pas de médecin en général. Pour tout ce qui est partie nutrition, en tout cas, enfin, il y a dans 2 pôles, dans la prestation, il y a 2 pôles. Il y a la partie perfusion-nutrition et une partie respiratoire. Donc la partie respiratoire, je vais la mettre à côté, c'est pas le Mm, sujet. mm. Mais la partie perfusion-nutrition, en général, il y a diététicien et infirmière. C'est tout. D'accord. Donc, il y a une infirmière qui va le plus souvent s'occuper des parties perfusion, des perfusions. Donc, que ce soit des antibiotiques ou n'importe quel type de perfusion, ou de la nutrition parentérale, donc l'alimentation qui passe
directement par le sang, en fait, hein, par une voie centrale. Ah oui, on Et, peut demander, parce que je ne sais pas si vous êtes en première ou deuxième année, vous savez la différence entre nutrition entérale et parentérale avant qu'on l'évoque? Voilà, est-ce que tu peux, d'accord. du coup, tu peux Ouais, réexpliquer parce que c'est vrai que je crois qu'il y a pas mal de première année. ouais, Enfin, ok, donc je vais quand l'expliquer la pas de première souci. année. Ok. Donc l'alimentation entérale, la nutrition entérale, c'est une alimentation qui passe par une sonde soit nasogastrique, donc qui passe par le nez jusqu'à l'estomac, soit par une sonde de gastrostomie, directement en fait une sonde qui va à l'estomac et qui ressort en fait directement, qui est accolée à la peau. Donc c'est un trou dans le ventre pour faire gros. Ou sinon une jéjunostomie, c'est la même chose, mais qui est directement dans l'intestin. Donc on reste dans le système digestif, on reste dans un milieu qui est voilà, le milieu extérieur, hein. Et il y a un travail mécanique, un travail de digestion mécanique et chimique par l'estomac, un travail d'absorption par l'intestin. Donc, c'est plus physiologique, on va dire. L'alimentation parentérale, elle passe directement par le réseau sanguin. Donc, c'est directement dans une veine qui va jusqu'au cœur, qui remonte par la veine cave supérieure, je crois. Et là, du coup, c'est une alimentation sous forme de molécules. C'est directement des acides aminés, du glucose, des acides gras directement. Il n'y a pas de digestion, il y a pas de, c'est moins physiologique. Donc, par exemple, un système digestif qui a des altérations, par exemple, la maladie de Crohn en général, on met vraiment au repos, on passe sur une parentérale pour tout laisser au repos et que va permettre quand même une alimentation suffisante. Donc, c'est vraiment la différence. C'est du stérile, c'est du soin infirmier, c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus à risque. Vous verrez tous ces détails quand vous ferez la patho et la diététique thérapeutique, hein. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien de poser les définitions pour savoir un peu ce qu'il en est. Et du coup, dans ton entreprise, William, c'est qui le patron? C'est qui chapeaute? Il a quoi comme diplôme ou il a quel titre? C'est un Alors, en diététicien, fait, un infirmier? Alors, pas forcément. En fait, moi, donc, je travaille à Bordeaux, l'agence est à Bordeaux, mais le siège est à Aubagne, du coup, à côté de Marseille. C'est un médecin qui a créé cette boîte, qui a recruté des infirmières, surtout des infirmières, qui ont développé les agences et avec des commerciaux. Donc, en fait, au-dessus de moi, j'ai une responsable qui est diététicienne, qui est responsable de l'agence, donc qui est basée sur Aubagne, mais qui est responsable de l'agence de Bordeaux. Donc, c'est elle voilà, qui chapeaute un petit peu l'équipe. Mais dans l'équipe, il y a vraiment une commerciale qui va aller démarcher les services pour trouver des médecins, trouver des services hospitaliers qui ont besoin en fait, de faire rentrer des patients chez eux avec ce type de soins. Mhm. Du coup, c'est elle qui va aller chercher les prescripteurs, en fait, les médecins. Donc, par Et en exemple, fait, elle va à l'hôpital ou elle va chez un médecin et elle explique son truc et puis alors, généralement, par exemple, pour faire gros, elle va aller dans un CHU, donc au CHU de Bordeaux, dans un service de gastro-entérologie, admettons. Elle va aller voir les médecins, expliquer que nous, on peut faire des alimentations au domicile, entérales ou parentérales. Et puis voilà, le médecin nous fait confiance. Il va nous confier des patients en fait, qui n'ont pas d'intérêt de rester à l'hôpital pour être alimentés. C'est des soins qui peuvent être faits à la maison. Ça ne sert à rien, ça sert à rien de faire rester le patient à l'hôpital parce que déjà, il bouge beaucoup moins, il est beaucoup moins actif à l'hôpital que chez lui. Donc, c'est pas optimal. Ça coûte de l'argent à l'hôpital. Et surtout en ce moment, ils ont besoin de faire de la place. Donc, en fait, le médecin va dire, bah, ce monsieur-là, il peut rentrer chez lui avec cette alimentation. Donc, il va rentrer chez lui et il nous passe le relais, en fait. Il nous donne le relais et nous, on s'occupe de la prise en charge chez lui. Donc, son alimentation, on s'en occupe chez lui. Voilà. Donc, il y a une infirmière et un diététicien. C'est ce qu'il faut, le minimum. d'accord. Et toi, tu disais que tu étais coordinateur? Je suis coordinateur, c'est ça. En fait, coordinateur, c'est-à-dire que je peux directement, moi, recevoir l'appel du médecin et tout organiser pour tout mettre en place au domicile. Souvent, alors, les médecins, ils peuvent soit s'y connaître en nutrition, mais ce n'est pas le cas de tous les médecins. C'est Mhm. le cas de la majorité des médecins ne sont pas forcément formés en nutrition. Donc, soit il peut nous donner des consignes strictes, enfin, des consignes vraiment bien précises sur la prise en charge du patient au domicile, ou sinon on peut l'aiguiller. Par exemple, lui dire quel type de. Il y a différentes gammes de produits pour répondre à différents besoins, mais on peut le conseiller, si il vous faudrait plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Et puis, du coup, il nous fait confiance, il nous laisse gérer ça. À ce moment-là, donc, on fait la coordination. Donc, on appelle le patient pour le prévenir, lui expliquer comment ça va se passer. On appelle ses infirmières libérales. C'est des infirmières libérales qui font toujours les soins au domicile.
Donc, nous, on livre le matériel, on fait le suivi, on s'occupe de tout. Mais c'est quand même les infirmières libérales qui le soir ou le matin ou la journée, qui posent l'alimentation, qui branchent. Voilà. C'est elles qui sont au quotidien chez la personne. Donc, nous, voilà, coordinateur, parce que c'est moi qui organise toute la sortie du patient à ce niveau-là. Et responsabilité, hein. Ben, un petit peu, ouais. Finalement, c'est un petit peu de responsabilité. Mais c'est ce qui aussi est intéressant dans le travail, quoi. Mhm. On a de la responsabilité, on a un poste, ça nous valorise. Et j'ai de la chance de faire de la perfusion en plus de ça, donc de coordonner des soins de perfusion au domicile. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il a fallu que tu fasses des formations complémentaires en externe ou en interne pour avoir ces responsabilités-là, par exemple? Non, pas du tout, pas du tout. C'est de l'expérience, en fait. C'est de l'expérience. Au début, on est un peu perdu, on reçoit un appel, on reçoit des appels, on a des infos, on est un peu perdu, on demande à des personnes voilà, qui sont habituées. Mais petit à petit, on prend confiance, on apprend à cibler les problématiques qui peuvent apparaître, que ce soit avec le patient, avec le traitement, enfin, toutes les problématiques qui peuvent apparaître. Et donc, il n'y a pas de formation particulière à recevoir. Il y a une formation qui normalement doit se faire. C'est plus la gestion du patient sur le côté plutôt la psychologie, parce qu'on prend en charge quand même des patients qui ont des maladies, on va y revenir, je pense, et qui peuvent malheureusement décéder. Et donc, nous, ben, on a quand même fait du lien avec ce patient. Il y a un lien affectif qui se crée, donc ça reste professionnel. Ah oui. Mais s'il décède, il faut savoir gérer, prendre du recul et savoir gérer le décès. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'il y a des formations qui sont proposées. Mais sinon, non. En tant que, on est formé sur le tas, en fait, aux différents matériels, aux différents protocoles. Après, ça donne aussi du sens au stage. Donc, du coup, je rebondis aussi pour vous, les étudiants qui êtes en recherche de stage. C'est qu'en effet, souvent, les stages peuvent déboucher sur un emploi, quel que soit le domaine du stage, parce que justement, pendant le stage, on apprend plein de choses. Et du coup, embaucher, par exemple, William, qui a fait son stage dans ce milieu-là, bah, on a beaucoup moins à le former après et à l'accompagner, puisqu'il sait déjà beaucoup de choses. Donc, évidemment, tous les stages ne débouchent pas sur un emploi à la fin, hein, ce serait trop beau et ce serait super, mais ça se saurait. Mais voilà, ça arrive. Moi, j'ai eu pas mal d'étudiants qui ont été embauchés, même des fois, ça peut être qu'un CDD, un remplacement de congé mater ou je ne sais quoi, mais après, ça peut être un tremplin pour ensuite vraiment se lancer. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant et du coup, c'est un bon exemple de l'intérêt du stage, quoi. C'est clair. C'est ce qui m'est arrivé, du coup. Donc, j'ai eu de la chance Ah aussi. ouais, ouais. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Puis surtout si ça te plaisait, parce que bon, si ça t'avait pas plu, ça t'aurait pas servi à grand Alors, chose. ça me plaisait. Après, si ça ne m'avait pas plu, je pense que j'aurais quand même accepté, hein, parce que trouver du travail en tant que diététicien, c'est quand même pas évident. Donc, Ouais. j'aurais pris déjà pour me former, avoir de l'expérience. Et puis, mais bon, j'ai eu de la chance, double chance, ça me plaît. Et puis, il y avait le Ouais. poste libre. Donc Camille, Camille a une question. Est-ce que donc tu vas chez le patient directement? Oui, alors en fait, je reçois l'appel du médecin ou d'une infirmière du service ou d'une diététicienne du service qui m'appelle pour me dire qu'il faut qu'on prenne en charge ce patient. Moi, je vais d'abord à l'hôpital le voir pendant qu'il est hospitalisé. Il faut lui Donc, expliquer. excuse-moi, Oui, c'est toujours des patients qui sortent de l'hôpital? toujours. D'accord. Au niveau alimentation entérale, c'est toujours en fait, ils sortent toujours de clinique ou d'hôpital Mhm. parce qu'en fait, c'est la prescription de ce traitement-là, c'est une prescription qui doit être faite par un médecin spécialiste. D'accord, oui. Pas un généraliste peut pas Un prescrire des. généraliste ne peut pas prescrire ça. Non, Ouais. non. Et puis dans tous les cas, il ne s'y connaît pas assez, donc il peut indiquer le patient vers l'hôpital. Il peut demander à ses confrères de l'hôpital de prendre en charge ce monsieur ou cette dame pour n'importe quel problème, mais c'est jamais, c'est toujours initié en hôpital, toujours. Et donc une fois qu'on a vu à l'hôpital, on lui explique comment ça va se passer, qui on est, et on prend des informations. À ce moment-là, une fois qu'il est rentré chez lui, on va chez lui aussi, on le rejoint. Dès qu'il sort de l'hôpital, en fait, dès qu'il est arrivé chez lui, on lui met le matériel à disposition. On en fait venir les infirmières libérales pour les former au matériel. Et puis là, bah, ça commence. Et nous, on fait des suivis nutritionnels. On s'assure que le poids, qu'il y ait une prise de poids ou au moins un poids stable. On vérifie les bilans sanguins. On s'assure qu'ils reprennent de l'énergie, qu'ils reprennent de la force, qu'ils restent en forme. Surtout si à côté il a des traitements type chimiothérapie ou radiothérapie, qui peuvent avoir des gros effets Mhm. sur l'état nutritionnel. Donc voilà. Et après, on va chez les patients tous les mois pour s'assurer que tout se passe bien et faire un retour au médecin. Une fois par mois seulement?
J'aurais pensé plus. Une fois par mois, non, une fois par mois seulement. Après, si on sait qu'il y a des risques, alors ça peut être plus souvent, mais pour tout ce qui est chimiothérapie, donc oncologie, chimiothérapie et radiothérapie, où là, en fait, d'une semaine à l'autre, ça peut, parce que c'est des patients qui sont alimentés par des sondes, mais ils peuvent aussi manger normalement par la bouche encore. Oui, d'accord. La sonde peut être complémentaire. Et avec des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie, les apports péros, donc c'est apports par la bouche, peuvent en une semaine disparaître, quoi. Ils peuvent s'arrêter en une semaine à cause D'accord. des effets Et secondaires. dans ce cas-là, c'est l'infirmière qui va te dire faut y retourner, faut adapter la poche de nutrition, etc. parce que là, il y a danger, c'est ça? C'est ça. Alors souvent, c'est l'infirmière libérale qui va nous dire, ben voilà, il ne mange plus du tout, il faudrait revoir un petit peu le protocole de nutrition ou s'assurer qu'il y ait ce qu'il faut. Et nous, à ce moment-là, donc, je constate un petit peu la situation, je fais un petit compte rendu, je fais un petit mail au médecin, aux diététiciennes de l'hôpital, j'explique. Et puis maintenant, je suis arrivé à. Maintenant que j'ai un peu pris confiance dans ce domaine, moi, je peux initier un changement de protocole. Donc, je peux dire, ben, je vais mettre cette poche-là parce que c'est ce qu'il faut. Et après, attendre la confirmation du médecin, mais ne pas perdre de temps. Et moi, je peux la mettre directement. Mais c'est ça. Souvent, c'est l'infirmière ou sinon, c'est le patient qui nous appelle, qui nous dit qu'il ne peut plus manger. Ou sinon, c'est nous, on sait qu'il y a des risques et du coup, on appelle régulièrement pour prendre des nouvelles. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire une journée type, à quoi ça ressemble? Comment ça Ouais. s'organise? Alors, ben, je vais le faire en partant du tout début. Donc, Ouais. admettons que je reçois un appel d'un médecin pour prendre en charge un patient. Donc, la journée commence à ce niveau-là. Je prends mes informations. Je vais voir le patient à l'hôpital. Je prépare toute sa sortie. Donc, j'appelle son infirmière, sa pharmacie, s'il faut appeler sa pharmacie. Je prépare mon matériel que j'ai dans mon stock parce que du coup, c'est moi qui prépare mon matériel pour pouvoir aller le mettre chez le patient. Ensuite, je vais chez le patient. J'installe le matériel. Il peut y avoir un petit peu de route à faire pour aller chez le patient. Mhm. J'installe le matériel, je fais un point déjà nutritionnel, un premier point avec le patient. Je rentre au bureau, je fais un petit compte rendu au médecin, je lui explique voilà, comment ça s'est passé. Je dois gérer les ordonnances aussi, s'il faut gérer les prescriptions, parce que souvent les prescriptions, c'est nous qui les remplissions et c'est le médecin qui les signe, parce qu'ils ne sont pas, voilà, comme je Ah dis, oui, d'accord. bien souvent, ils ne sont pas assez formés, surtout que c'est des forfaits de remboursement, bon, c'est des détails, hein, mais qui sont assez complexes à comprendre. Donc, on s'occupe des ordonnances. Donc, c'est à nous de faire les renouvellements ou les prescriptions. Donc, on doit faire les comptes rendus, on doit aller voir les patients, gérer tous les coups de fil du coup qu'il y a à gérer des infirmiers, des patients. Donc, sur un patient, ça va très vite, mais sur une file active de patients, ça prend déjà un peu plus de temps. Donc, une journée type, c'est ça, c'est aller chez le patient, faire un point nutritionnel, donc s'assurer du poids, livrer du matériel s'il faut livrer du matériel, faire un retour au médecin et gérer l'administratif à côté. Et les liens avec le médecin, c'est pour de vrai ou c'est en mail ou au téléphone? Tu les Alors, rencontres? ça peut être les trois. Ça peut être en vrai, je peux aller directement voir le médecin ou le plus souvent, je vais voir les diététiciennes. Je suis très, très en lien avec les diètes des services. Du Mhm. CHU, par exemple, on se connaît bien à force. Donc, je peux soit aller les voir directement, soit les appeler, soit leur envoyer un mail si c'est pas urgent. Donc, c'est des liens qui sont, voilà, que ce soit avec le Covid, ça a été, surtout au début, ça a été beaucoup plus à distance. Mais maintenant, ça revient un petit peu à la normale, on va dire, dans les services comme ça. Donc, on va les voir directement. Ça permet aussi de faire un petit peu de lien avec les services. C'est hyper important aussi, Mhm. d'avoir du lien avec les diètes des services. Mhm. Donc, tu vois combien de patients par jour en moyenne? Alors ça, c'est très variable. Je peux en voir zéro. En fait, l'avantage de la prestation de santé à domicile, de ce que je fais, c'est que je suis assez autonome en fait. J'organise mes journées un petit peu comme je veux. Si je me dis que ben, tel jour, j'ai envie de rester au bureau, de faire que du bureau pour ben, gérer mes comptes rendus, gérer mes ordonnances, faire des choses comme ça, je peux le faire. Si je décide de passer toute une journée à avoir plein de patients et de faire tout mon administratif le lendemain, je peux le faire aussi. Donc, je peux voir 4 ou 5 patients s'ils sont assez rapprochés dans la journée. Je peux en voir zéro. Ça dépend. En moyenne, j'en vois un ou deux. D'accord. Et donc, tu as un bureau dans l'agence? Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça. Tu as dit agence tout à l'heure. Tu as un bureau C'est ça. quelque part il y a, là où le matériel est stocké, etc. C'est ça où tu vas C'est tous ça, les en fait. Il y a un petit, on a un local, en fait, hein, un petit jours? bâtiment avec une partie stock où on stocke tout notre matériel.
et une partie bureau où on a, donc nous c'est un petit bureau, on n'est que trois, donc il y a l'infirmière, la commerciale et moi. Donc j'ai mon bureau, mon coin à moi, et puis je me pose sur mon bureau, je fais mes comptes rendus, mes papiers, je passe mes coups de fil, voilà, c'est ça. Ou sinon, je suis dans ma voiture et puis je vais voir les patients. D'accord. Donc, à propos de voiture, ça doit rouler pas mal. Tu as un périmètre de combien? Ça roule pas mal, en fait, en général, c'est régional. Donc, moi, je suis dans la région de Nouvelle-Aquitaine, qui est très grande, ce qui va de Pau, Biarritz jusqu'à Angoulême, donc Charente-Maritime. Donc, je fais en moyenne 4 à 5 000 km par mois. Mm. Donc, c'est quand même une majorité de voitures. C'est beaucoup, beaucoup de voitures. Des fois, je peux faire 2 heures aller, 2 heures retour pour avoir passé une demi-heure chez le patient. C'est incroyable, c'est difficile à imaginer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres diètes plus près? Alors, en fait, on peut se poser la question, effectivement. Le problème, c'est que moi, enfin, à Bordeaux, on travaille avec le CHU. Les CHU sont toujours des centres qui brassent beaucoup de personnes et qui brassent des personnes qui peuvent venir de loin, du coup. Parce que vu qu'il n'y a pas D'accord. des CHU partout, au CHU de Bordeaux, il y a fréquemment des personnes qui sont sur Pau ou qui sont en Charente-Maritime, parce que c'est le CHU le plus proche. Donc, ces personnes-là, il faut quand même les renvoyer chez elles au bout d'un moment. Mhm. Et ces CHU-là, bien souvent, sont démarchés par les commerciaux des sociétés qui travaillent dans le coin, on va dire. D'accord. Donc, au final, le CHU, il va confier, les médecins confient leurs patients à des personnes en qui ils ont confiance. Et ces personnes en qui ils ont confiance, c'est des personnes qui sont proches de l'hôpital parce qu'ils viennent souvent les voir, qui Ouais, font un lien. ouais. Ils pourraient effectivement appeler un prestataire, admettons, le patient habite à Pau. Ils appellent un prestataire qui habite à Pau, mais qui ne connaissent pas Mhm. parce qu'ils n'ont jamais vu. Donc, est-ce qu'on confie un patient à quelqu'un dont on ne sait pas comment il travaille? Est-ce qu'on sait que ça va bien se passer? Ou est-ce que on appelle quelqu'un qu'on connaît bien et puis qu'il fasse de la route? Après ça, pour les grosses structures, les gros prestataires, et elles ont des agences un peu partout en France. Mm. Donc, quelqu'un qui il y a une agence qui est à Bordeaux, une agence qui est à Pau. Le commercial va démarcher Pau, Bordeaux, pardon. Le patient rentre chez lui à Pau, mais c'est le diététicien qui est sur l'agence de Pau qui va le prendre en charge, D'accord, dans le cas des grosses structures. d'accord. Alors, j'ai des petites questions. Aurélie demande, c'est rigolo, Aurélie, j'allais poser la même question. Combien de patients tu gères à la fois dans ton carnet? Tu as combien de personnes différentes? Ma file active de patients, alors moi personnellement, dans ma structure où je travaille actuellement, j'ai actuellement, je pense, 25 patients en nutrition entérale et je dois avoir 5 ou 6 patients en nutrition parentérale. Donc, c'est pas énorme, ça fait une trentaine de patients au final, c'est pas énorme. Le gros problème, c'est que je perds beaucoup de temps sur la route. Ah bah oui, ouais. Et si j'avais pas autant de route à faire, je pourrais avoir beaucoup plus de personnes. Mais là, avec les trajets que j'ai, c'est déjà assez chargé. Et Donc, si voilà. tu es tout seul, ça veut dire que tu suffis pour prendre en charge tous les patients qui se présentent? Alors, pas forcément. Par exemple, aujourd'hui, c'était une journée assez particulière. Moi, j'ai eu une installation à quasiment 2 heures de route à faire. Et à côté de ça, on a eu des appels d'autres structures pour d'autres patients, en nutrition entérale là aussi, qui habitaient quasiment en Charente et une sur le bassin d'Arcachon. Ouais. Donc, au final, moi, je ne peux pas me diviser en quatre. Ouais. Donc, entre les heures de route et tout ça, donc là, c'est ma collègue infirmière qui est tout à fait formée, tout à fait calée en nutrition entérale aussi, qui m'a aidé et qui a assuré les deux autres, qui étaient plus proches de Bordeaux. D'accord, Donc, donc à deux, vous arrivez à gérer toutes les situations. Il n'y a jamais un moment où, au secours, on ne peut pas se diviser plus, quoi. bref, il y a des fois, c'est très compliqué, mais on est Il obligé peut y avoir des petites périodes de ouais. rush, j'imagine, ça arrive. Il y a Sur... des périodes de rush où voilà, on s'organise au mieux. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas refuser une prise en charge. On ne peut pas dire à un médecin, non, non, on ne peut pas prendre ce patient en charge. C'est pas, si ce n'est pas nous qui le prenons en charge, ce sera un autre prestataire. Ça, ce n'est pas un souci. Le patient aura ses soins à domicile. Ce n'est pas un Mhm. souci. Mais voilà, ça, c'est plus une question d'image de la société. Si on commence à refuser Ah oui. des prises en charge, on donne une mauvaise image. Donc, on fait tout pour tout accepter, tout pour que tout se passe au mieux. Des Mhm. fois, c'est un petit peu compliqué et des fois, il y a des périodes qui sont hyper creuses et puis c'est limite, on s'ennuie un petit peu et puis on fait un petit peu Mhm. de ménage dans le bureau, quoi.
Et quand c'est le rush, ça veut dire que du coup, tu prends sur tes soirées, sur tes week-ends pour faire ce qu'il faut faire, pour aller Ça voir peut, ouais, ça qui peut arriver. ont Ça envie peut d'en faire. arriver qu'on finisse plus tard le soir. D'accord, Bon, ça peut arriver qu'on travaille le week-end pour faire ça, ouais. Ouais, ouais. d'accord, C'est assez rare quand même, on arrive toujours à s'organiser. d'accord. Il y a Camille qui demande, du coup, vous ne faites pas du tout de commercial? Moi, j'en fais pas. Alors, et tant mieux parce que du coup, je me sentirais pas du tout capable d'en faire. Il Après, je sais qu'il y a des, faut avoir la fibre. il faut avoir la fibre. Ouais, ouais, moi non. Moi, si on me dit non, très bien, je m'en vais. Mais, je sais qu'il y a des prestataires avec des diététiciennes qui font du commercial aussi. Donc, qui vont dans les services, qui font du démarchage. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne la commerciale au rendez-vous avec les médecins, avec les infirmières, avec les diététiciennes, avec les cadres des services, hein, parce que bah, c'est quand même moi le professionnel de ça, c'est moi l'expert, on va dire, par rapport à ma collègue qui est commerciale, qui n'est pas formée là-dedans. Donc c'est moi qui suis le plus à même de discuter avec les professionnels. Donc je l'accompagne, elle fait le démarchage, moi j'explique notre façon de travailler, j'échange un petit peu, mais non, non, sinon pas de commercial pour moi, mais il y en a qui le font. D'accord. Oui, juste avant que vous arriviez, justement, William me parlait d'une amie collègue qui, tu peux dire, du coup, qui faisait le même boulot que toi et qui fait un peu de commercial, c'est ça que tu m'expliquais? C'est ça, tout à fait. Elle démarche, elle va chercher, elle va voir les prescripteurs, elle essaie d'avoir un peu plus de patients, en fait. Donc, elle fait double tâche. Elle s'occupe des patients et elle fait un peu de com. Ouais, c'est ça, elle fait double tâche, je sais pas comment elle fait. Bah, elle consacre sans doute moins de temps à chacune des tâches pour faire Elle un a peu. peut-être moins de route aussi, je pense, parce que c'est une plus Ouais, grosse société qui a des bureaux un peu, enfin, qui a des agences un peu plus, un peu plus réparties en France. Mais ça n'empêche que ça fait quand même beaucoup de travail. Mais bon, connaissant cette fille, je pense qu'elle est hyper sérieuse, hyper organisée, donc mm, mm. elle doit bien s'en sortir. Je pense qu'elle fait ça très bien. Ouais. Ouais, ouais, je pense. Alors, il y a Nathalie qui demande, donc parfois, est-ce que vous sous-traitez à d'autres diététiciens quand il y a trop de demandes ou est-ce que vraiment vous assumez? Alors, est-ce que je sous-traite à d'autres diététiciens c'est-à-dire, en fait, moi, je ne peux pas sous-traiter à des diètes à des collègues parce que je suis le seul diététicien sur Bordeaux, sur la Nouvelle-Aquitaine, dans ma société. Donc, je ne peux pas appeler, par exemple, un collègue de Toulouse pour qu'il vienne m'aider sur la Charente-Maritime, sur La Rochelle, par exemple, parce que lui, ça lui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin et il a aussi son activité sur Toulouse. Donc, je ne peux pas demander à mes collègues de venir, en tout cas. Je peux leur demander conseil si besoin, mais je peux pas leur demander de venir de me renforcer. Mhm. Après, je ne peux pas non plus dire non, enfin, je ne peux pas non plus appeler un autre prestataire, sinon je me fais taper sur les doigts. C'est ce que j'allais dire, est-ce que tu peux appeler la concurrence? Mais là, du coup, Ah étant donné que là, c'est privé, ça doit être compliqué. non, il vaut mieux pas là, parce que si Ouais, ça se sait, je pense que, ouais, ouais, non, non, c'est un milieu qui est très, très concurrentiel. Je sais que sur Bordeaux, on est une trentaine, il y a une trentaine de sociétés sur Bordeaux, c'est énorme, c'est la guerre pour, ouais, c'est énorme. bon, moi, je me détache de ça. Moi, mon but, mon seul objectif, c'est que le patient soit bien pris en charge chez lui, Mhm. qu'on ait 10 patients ou 50 patients. Bon, 50 patients, ça serait quand même, ça serait beaucoup, enfin, ça serait beaucoup pour faire une bonne prise en charge. Mais moi, mon but, c'est ça. Moi, le reste, je m'en fiche, c'est pas mon problème. C'est la commerciale qui se gère la concurrence. Moi, j'ai un patient, je m'en occupe. Et puis, mon seul objectif, c'est de lui enlever la sonde le plus vite possible pour Mhm. qu'il puisse reprendre une vie la plus normale possible. Mais c'est pas du tout mon but, c'est pas du tout de Bien sûr. rallonger les soins pour faire rentrer des sous. Ouais, ouais, bien sûr. Il y en a, c'est un petit peu ça, mais moi, non. Mhm. Il y a Camille qui demande si tu es salarié ou si tu as un autre statut. Je suis salarié. Je suis salarié. Ouais. On peut avoir un statut de cadre, mais moi, j'ai refusé le statut de cadre. J'ai préféré rester simple salarié. Mais en général, on est salarié. Ouais, ouais. On est employé par la société. Il n'y a pas de sous-traitant, il n'y a pas de prestataire qui travaille pour un prestataire, on va dire. D'accord. Est-ce qu'on peut poser la question de l'argent pour avoir une idée de ce que ça donne pour le diète qui travaille dans ce type Ouais, de structure? bien sûr, bien sûr. Donc, au niveau salaire, je pense que c'est pas mal du tout. Depuis que je suis arrivé, enfin, depuis que je fais de la prestation, mes salaires, ils sont autour de 1500 euros net par mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais c'est bien souvent, c'est un peu plus. Et puis, il y a pas mal d'avantages aussi. Il y a quand même une voiture de fonction, forcément, vu qu'on fait beaucoup, beaucoup de Mm. routes. Le plus souvent, on a une voiture de fonction. Donc, c'est pas mal aussi, parce que quand on compte les frais que ça peut engendrer une voiture, ça Ça, fait, c'est ça sûr. fait du bien.
Donc, entre les avantages de voiture de fonction, les tickets restaurants aussi, tickets restaurant ou remboursement des repas le midi, ça fait, bah, mine de rien, ça rajoute aussi un petit peu d'avantages. Mhm. Donc, en termes de salaire et d'avantages, c'est pas mal du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans ton entreprise? Ou est-ce que tu sais que tu pourras pas... Enfin, là, tu disais que tu as refusé le statut de cadre. Pourquoi d'ailleurs? Est-ce qu'il y avait une raison? C'est parce que pour moi, le statut de cadre, enfin, ça me disait pas grand-chose. C'est surtout une question de cotisation en fait. Le statut de cadre, on cotise mieux, je crois, pour la retraite, il me semble, et D'accord. pour chômage et retraite, je crois. Moi, la retraite, elle est tellement loin que pour l'instant, je voulais pas perdre de net sur mon salaire pour me dire, bah, dans 40 ans, j'aurai un petit peu plus. Ah oui, parce que du coup, il perdrait en net. D'accord, ça, je ne connais pas trop. C'est ça, en fait, c'est 1600, admettons 1600 euros brut en tant que salarié, en tant que cadre. Mhm. Le salarié aura plus de net que le cadre D'accord. parce qu'il cotise plus pour la retraite. Alors, je ne savais pas du tout. Alors, moi, c'est si j'ai bien compris du coup. Donc, j'ai expliqué, voilà, j'ai dit la retraite, c'est trop loin pour l'instant. Voilà, j'avais des projets, je voulais m'acheter des choses, donc j'ai préféré prendre un peu plus de net. D'accord. Voilà. Euh, Après, en perspective d'évolution, parce que je crois que c'était la question. oui. Alors, elles sont assez limitées quand même. On commence diététicien, on peut passer ensuite commercial, par exemple. Il y a beaucoup de diètes ou d'infirmières qui commencent en tant que coordinateur et qui passent ensuite commerciaux. Donc, ils vont démarcher là quand ils ont pris un peu de confiance et puis qu'ils se sont fait un petit réseau. Ensuite, on peut essayer de passer aussi responsable d'agence, donc gérer une agence avec une équipe de diètes, d'infirmiers, de livreurs, pourquoi pas, parce qu'on peut avoir aussi des livreurs. Responsable d'agence, après, au-delà, c'est compliqué, quoi. D'accord. Voilà. Elles sont possibles, mais elles sont limitées et Bah, sur vous la êtes durée. tellement peu nombreux que c'est vrai que bon, il y a pas C'est de- ça. D'accord. Il y a Nathalie qui apporte une précision très intéressante, merci Ouais. Nathalie, et qui nous dit que les heures sup ne sont pas rémunérées pour les cadres, contrairement aux employés. Exact. Ouais, ouais, ils ont un statut, je crois que c'est un journalier, là, en fait, c'est ça. C'est pas, ouais, tout à fait. Alors Jessica, j'ai pas oublié la question, je reviendrai dessus après Aurélie. Jessica, désolée, je suis arrivée en retard. Si je comprends bien, vous travaillez pour une société, vous démarchez des prescripteurs comme des médecins avec votre commercial. Ma question est la suivante. Qu'avez-vous fait en sortie d'études? Était-ce difficile de passer au-delà du syndrome de l'imposteur en sortie d'études lors du démarchage des prescripteurs? Alors ouais, Jessica, on a déjà répondu à cette question. Du coup, je la fais rapidement. Mhm. Ou peut-être William, tu veux répondre, mais assez rapidement, puisqu'on Je a... peux expliquer rapidement. Je Ouais. peux expliquer. En sortie de BTS, j'ai directement attaqué dans la prestation. Et en fait, c'est plus mes collègues commerciaux, c'est les commerciaux qui vont démarcher. En tout cas, en sortie d'études, on ne va pas du tout démarcher parce qu'on n'y connaît absolument rien dans ce domaine. Donc, c'est mes collègues commerciaux qui vont démarcher les médecins. Moi, je prends juste en charge le patient, je m'assure de son bon statut nutritionnel. Au début, c'est tout. Voilà. En fait, il nous expliquait qu'il avait fait son stage à thème optionnel là-bas et que du coup, il a été embauché à la suite de ça. Voilà. Question d'Aurélie, super intéressante. Comment les services de votre société sont pris en charge? Est-ce que c'est la sécurité sociale, les mutuelles, etc.? Comment ça se passe un petit peu? Alors, c'est ça, c'est sur ordonnance, prescription. Donc, c'est la sécurité sociale et la mutuelle qui au final, nous rembourse le matériel, la prestation. Donc, voilà, c'est remboursé à la société et la société nous paye. Donc, tout passe sur la sécurité sociale. Ouais. À 100%, du coup, pour le patient, c'est transparent? Alors, ça va dépendre. Ça Ça dépend va des dépendre mutuelles, peut-être. de la maladie qu'il a, en fait. D'accord. Voilà. On n'a pas abordé enfin, le thème des pathologies que je retrouve régulièrement. C'était Je ma sais pas question si... suivante. Allez, vas-y. Bon, ben, c'est parti. Le plus souvent, c'est des patients d'oncologie, le plus souvent. C'est-à-dire des patients qui ont soit bien souvent un cancer ORL, donc que ce soit dans la gorge, la mâchoire, la langue, ou un cancer à l'œsophage, à l'estomac et plus rarement à l'intestin. La grosse majorité que j'ai, c'est vraiment ORL et œsogastrique. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent pas, qui peuvent à un moment donné plus manger normalement, plus manger péros, parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage dans l'œsophage qui fait que tout ce qu'ils vont ingérer, ils vont le vomir, ça passe pas dans l'estomac. Donc, ben, ils perdent du poids. À ce moment-là, ils sont alimentés par sonde. Et puis, à côté de ça, ils ont de la chimiothérapie et de la radiothérapie, des traitements
qui impactent énormément la déglutition, l'appétit, parce que la radiothérapie, ça brûle la bouche. Donc, on n'a plus de salive, on n'arrive plus à manger. Ou alors, à l'inverse, on a énormément de salive, donc on n'arrive plus à manger non plus. Ça nous coupe l'appétit, ça nous coupe le goût. On n'a plus du tout de goût d'aliment. On a des nausées. Enfin, voilà. La chimiothérapie, la radiothérapie, ça rajoute une couche. Donc, ils sont alimentés par sonde. Ces patients-là, ils sont pris à 100% en général, parce que c'est une affection de longue durée. C'est une maladie assez grave, hein, donc ça reste un cancer. Et après, bien souvent, ils sont opérés. Donc, ils ont de la chimio. On enlève après avoir fait la chimio qui les a beaucoup fatigués, généralement, ils enlèvent le morceau, la partie qui a été touchée par le cancer. Mhm. Et après, ils se remettent progressivement et puis ils reprennent une alimentation normale progressivement. Après, j'ai en ce moment pas mal de plus en plus de maladies de Crohn, par exemple, des MIS-C, des Crohn donc, qui sont au repos, qui ont des parentales ou des entérales après, parce qu'ils sont sans fibre ou sans résidus même. Et par crainte en fait qu'ils ne mangent pas suffisamment et pas assez bien, les prescripteurs, souvent, les médecins vont poser une sonde nasogastrique seulement pour s'assurer d'avoir assez de protéines, assez de calories. En prévention, ouais. Voilà, en prévention pendant un mois et demi, le temps que la crise passe et que le patient puisse remanger normalement. Et après, ce que j'ai assez souvent, c'est tout ce qui va être polyhandicap. Donc, des handicapés soit de naissance ou soit suite à un accident ou un AVC, qui, là, c'est vraiment des troubles psychomoteurs. En fait, ils ne peuvent plus manger. Ils ont plus par exemple, une maladie de Charcot, une SLA, une sclérose latérale amyotrophique. Il y a forcément, à un moment donné, il ne pourra plus manger, il ne pourra plus déglutir, sans faire de fausse route, donc de risque d'étouffement. À ce moment-là, il a une sonde d'alimentation, malheureusement à vie. Et puis voilà. Donc là aussi, c'est remboursé à 100%. Il y a cette transparence sur ce. Il ne paye rien et ça mutuelle non plus. Donc, j'allais demander en moyenne combien de temps tu suis les patients. Et du coup, pour ce type de patient-là, c'est toute la vie, enfin, tant que tu es là en tout cas. Alors, le polyhandicap, c'est toute leur vie. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais en tant que prestataire, on peut intervenir dans des structures style EHPAD, MAS, IME aussi. Ah oui. Donc, les MAS, c'est les maisons d'accueil spécialisées pour les handicapés. IME, c'est pareil, mais c'est pour les enfants handicapés. Et moi, en fait, j'ai la chance d'intervenir dans une MAS dans le Gers, une grosse MAS qui accueille plus de 100 patients qui sont en polyhandicap. Et une fois par semaine, en fait, je vais dans la MAS avec le médecin de la MAS et les infirmières de la MAS. Je m'assure que les patients, j'ai une cinquantaine de patients qui sont sous sonde. Donc, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup plus simple en gestion parce que tout le stock est là-bas, j'ai rien à livrer. D'accord, ouais. Donc, une journée, ça suffit. Mais je vois aussi du coup tous ces patients en polyhandicap qui des fois ont des métabolismes hyper lents. Des fois, 1000 calories, ça leur suffit, même moins. Ou des fois, ils sont à 100 kilocalories par kilo, quoi. Des fois, ils ont des fois des besoins énormes. Il y a beaucoup de maladies de Huntington, donc c'est des neurodégénératifs qui métabolisent à fond. Et puis, donc voilà, donc j'ai aussi cette partie-là. C'est pas mal parce que je crois que c'est la plus grosse masse de France. D'accord. En termes d'accueil, en termes de nombre de patients, donc ça, c'est super intéressant. J'interviens parce que ma société a réussi à prendre le marché dans cette structure. Mais voilà. Et du coup, beaucoup de handicap. Handicap, du coup, c'est une nutrition à vie. Les cancers, ça peut être assez rapide parce que la personne peut avoir la sonde d'alimentation juste après son opération. Par exemple, une gastrectomie pour un cancer de l'estomac. Il y a eu un petit peu de chimio avant. Il a pu manger, donc pas de sonde. Ils ont fait la gastrectomie, ils ont enlevé l'estomac. Ils ont posé une sonde dans l'intestin, le temps de mettre au repos l'estomac et de passer les quelques séances de chimiothérapie qui restent. Ça peut durer 2 mois et c'est terminé, même des fois 1 mois. Mais généralement, les cancers, ça peut être assez long, surtout tout ce qui est ORL et oesophage. Ça va. Le processus de chimio, c'est assez long, hein. Enfin, je ne suis pas du tout une pro, hein, mais. Il y a plein de protocoles différents, mais en tout cas, à Bordeaux, le plus souvent, c'est une séance toutes les 2 semaines pendant 4 à 6 séances avant l'opération, ensuite opération, et ensuite 4 à 6 séances après opération. Ouais, c'est long, hein. Donc, tout ça réuni, ça nous amène facilement sur 6, 7, 8 mois. Ça peut être 1 an aussi. 1 an, c'est assez rare. Mais en moyenne, ça va, ouais, c'est ça. C'est 3 mois à 1 an maximum. À part pour des patients qui ont toujours des grosses atteintes à la gorge suite au rayon, à la radiothérapie, et qui ne peuvent toujours pas manger, même après 2 ans après les rayons, ils peuvent toujours rien avaler, quoi. Donc, des fois, il y en a qui sont vraiment impactés, mais voilà.
D'accord. Et tu as tous les âges? Alors non, j'ai quand même pas beaucoup de jeunes. J'ai rarement la vingtaine, des fois la trentaine sur des maladies de Crohn. Sinon, les cancers, ça peut aller de malheureusement assez jeune, 45, 50 ans, jusqu'à 70, 80. D'accord. 80, 90 ans, ça peut arriver, mais à partir à un certain âge, les médecins ne vont pas forcément forcer et imposer aux patients une alimentation entérale à la maison, ce qui se comprend tout à fait. Mhm. Après, j'ai eu une patiente récemment qui, elle, en fait, suite à l'âge, elle pouvait plus déglutir. Elle faisait des fausses routes. Il n'y avait pas de maladie en particulier. Il n'y avait pas de maladie neurodégénérative. C'était juste avec l'âge, elle faisait des fausses routes. Elle a eu une sonde. Voilà. Mais donc, elle était âgée. Mais sinon, non, ça va de 45, 50 ans jusqu'à 80 ans, 35 ans. D'accord. Et Mylène demande si ce n'est pas trop dur psychologiquement. Tu dois voir des choses quand même un petit peu difficiles, j'imagine. Eh bien, on voit beaucoup de, surtout des personnes qui ont le cancer. Je pense que c'est le pire parce que tout ce qui est neurodégénératif, c'est des choses qui se sont installées déjà bien avant que je les vois. Donc, les patients sont bien au fait de ça, la Mhm. famille aussi. Mais Mhm. tout ce qui est cancer, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Après, il faut pouvoir prendre du recul, savoir prendre du recul. C'est hyper important. Et puis, ben, ouais, après, des fois, c'est des patients qui ont 55 ans, qui sont super sympas. On les voit plusieurs fois. On les a vus chez eux, donc dans leur intimité en plus, Mais oui. avec leurs compagnons, leurs compagnes, avec leur famille. S'ils décèdent, effectivement, ça peut être dur. Ça va prendre du recul. Ce qui est dur aussi, c'est de se dire, parce que du coup, des personnes qui ont des cancers, j'en vois beaucoup, 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 c'est de se dire, ben, dans 50 ans, peut-être, à 50 ans, peut-être que moi aussi j'aurai un cancer. Enfin, au rythme, avec tout ce que je vois, pourquoi moi je passerai à travers. Donc ça aussi, il faut savoir se dire, non, non, mais voilà, c'est bon, relax, prends un peu de recul. Ouais, ça doit être Ça- pas facile tous les jours, hein. Donc c'est pas facile. Moi, j'arrive à le gérer. Ma collègue, par exemple, infirmière, a beaucoup plus de mal à le gérer. Voilà. Après, on peut pas pleurer non plus. Ça m'est arrivé d'être vraiment très touché par le décès de certains patients parce que avec qui on fait plus ou moins de liens avec les patients qui sont plus ou moins sympas, qui nous accueillent plus ou moins bien. Et des personnes qui nous accueillent super bien, toujours avec le sourire malgré leur maladie, avec leurs compagnons ou leurs compagnes qui sont aussi super sympas. Quand on se sent très bien et qu'on apprend qu'il est décédé, là, c'est tout de suite, c'est un coup dur, mais voilà, on n'a pas le droit d'être trop triste non plus parce que c'est pas nos proches, c'est pas notre entourage, on n'a pas le droit de pleurer, quoi. Mhm. Donc parfois c'est dur. Est-ce que vous voulez que j'allume la lumière peut-être? Eh Ou ben, c'est bon? oui, j'allais te proposer d'allumer la lumière. Ouais, parce que là, il s'assombrit. On voit beaucoup le reflet dans tes lunettes en plus. Ah, super. Cool, merci. Donc voilà. On voit toujours le reflet dans tes lunettes, mais c'est pas grave. Oui, c'est les verres anti-reflets, je crois, ou lumière bleue. D'accord. Donc, du coup, dans ton boulot, toi, tu donnes pas du tout de conseils alimentaires. Non, mais tu peux les garder. Non, mais c'est bon, une jeune femme, ça me dérange pas. Tu donnes pas de conseils sur l'enrichissement, par exemple, puisque la sonde, etc., c'est Si, pour limiter la dénutrition. Mais ah si, oui, si. c'est un petit peu ça. Si, ouais, ouais. Tant qu'ils peuvent manger, moi, je leur donne toujours des conseils. Je vais toujours leur dire de privilégier l'alimentation péros, qui est donc par la bouche, hein. C'est toujours, pour moi, c'est toujours la priorité. Tant qu'il peut manger, il mange ce qui lui plaît, ce qu'il passe. Là, on est vraiment sur une alimentation plaisir, à part si on est sur un diabétique, où il faut quand même faire attention au sucre. Mais tout le reste, tout ce qui peut être cholestérol c'est vraiment du secondaire. La priorité, c'est de vaincre le cancer. Parce que je parle de cancer parce que le plus souvent, Ouais. c'est ce que j'ai, hein. Et donc, C'est de la vaincre le cancer, dénutrition, hein, c'est de c'est passer ça. les traitements. Comment? Et donc, la dénutrition. Et donc voilà, des nutritions. Des nutritions Voilà. qui est en fait, il y a d'un côté le cancer qui est dangereux, et de l'autre côté, on a la dénutrition, la sarcopénie, la perte de masse musculaire et d'énergie, qui représente en fait un vrai risque de décès pour aux patients, en plus du cancer. Donc moi, tant qu'ils peuvent manger, je vais toujours leur donner des conseils alimentaires, que que les diètes de l'hôpital les fait ou pas, je refais toujours un point sur l'enrichissement, sur le fractionnement, sur l'alimentation plaisir. Voilà, je réexplique toujours que c'est hyper important. Sur l'hydratation aussi, parce que c'est hyper important sur des chimiothérapies. Mhm. Donc, si, je fais aussi un petit peu de conseils alimentaires, mais ça reste du basique, quoi. Ajouter un petit peu de crème ou de beurre ou de fromage, un petit peu de jambon ou un œuf dans la soupe ou dans la purée.
privilégier toujours des produits laitiers parce que souvent ils peuvent les prendre, les produits laitiers, c'est facile à déglutir, à manger. Donc voilà, des produits laitiers. Voilà. Donc il y a aussi pas mal de conseils alimentaires, mais on est rarement sur plus de 1000 calories, quoi. Mhm. Donc tout ça, en effet, vous le verrez en deuxième année, hein, mais c'est vrai que le cancer, c'est souvent très très proche de la dénutrition et donc les personnes qui suivent ce type de traitement ont tendance à perdre du poids très vite et c'est pour ça qu'on met en place tous ces conseils et ce type d'alimentation pour limiter la perte de poids. Voilà, après, on ne va pas tout détailler sur cette patho, mais voilà, d'accord. Bon. Euh, alors, Mylène demande, est-ce que tous les prestataires proposent les mêmes services? Alors, oui, oui, si on reste sur la partie perfusion nutrition, sans parler de la partie respiratoire, parce que certains le font, le respiratoire, et certains ne le font pas. Nous, par exemple, on ne fait pas de respiratoire. Le prestataire où j'étais juste avant en faisait. Donc, j'en ai même fait un petit peu de respiratoire. Je gérais un petit peu d'appareil respiratoire. Mais sinon, sur la partie perfusion nutrition, oui. C'est toujours à peu près pareil, c'est les mêmes choses. On n'a rien de plus, nous, dans ma société, j'ai rien de plus qu'un diététicien de notre société. On fait le même travail, voilà. Après, c'est une question d'assiduité, de rigueur, de sérieux du diète qui va chez la personne, de respect aussi. Et nous, ce qu'on a en plus, on va dire, ce qu'on a en plus, parce que malgré nous, on va dire, c'est qu'on n'a pas de livreur. Donc, c'est nous qui livrons les patients. Donc, ça implique qu'on les voit tous les mois. Certains prestataires un peu plus gros ont des livreurs parce qu'ils ont plus de travail, donc ils ne pourraient pas faire sans livreur. Et à ce moment-là, les diététiciennes des prestataires voient les patients que tous les 2 ou 3 mois, par exemple. Nous, notre avantage, c'est qu'on les voit tous les mois. Donc, on a un suivi qui est plus régulier. Et c'est ce qu'on met aussi en avant quand on rencontre les prescripteurs et les diètes des services. C'est que voilà, nous, on va tous les mois, le patient, il est vu. Tous les mois, on vérifie le poids, on vérifie que le patient mange un petit peu. Enfin, voilà, on fait toujours un check-up sur l'état de santé, là où le livreur ne le fait pas, parce qu'il n'est pas formé à ça. Mais sinon, oui, c'est toujours les mêmes services. On a tous accès aux mêmes produits, aux mêmes poches d'alimentation. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Et pour revenir à tes actions, toi, tu ne fais pas les stomies, tu fais pas les perfs, tu fais pas la pose des sondes. Ça, c'est déjà fait. C'est ça? Ouais. C'est Tout ce l'infirmière qui qui le est, fait? ouais. Alors, les sondes sont posées dans les structures, toujours. Ah oui, d'accord. Donc, que ce soit la sonde nasogastrique, c'est toujours dans les structures qu'elle est posée, même si une infirmière libérale pourrait le faire. Mais bien souvent, elles n'osent pas. Dans tous les cas, derrière, il y a un contrôle radio à faire pour s'assurer qu'elle soit bien placée. Donc, il faut l'envoyer à la radio. Donc, donc c'est toujours fait dans le service. La pose de gastrostomie, c'est même fait la gastrostomie et la jéjunostomie. C'est fait dans les services parce que c'est de la chirurgie. Là, il passe au bloc. Ouais. Donc, c'est fait dans les services. Tout ça, le patient, quand il rentre chez lui, il a sa sonde qui est en place. Après, tout ce qui est manipulation du patient au domicile, c'est-à-dire branchement de la pompe d'alimentation avec la poche d'alimentation, c'est l'infirmière libérale qui le fait. Nous, on n'est pas du tout habilité à toucher le patient. Moi, je saurais tout à fait brancher une alimentation entérale et m'occuper d'un patient en alimentation entérale, mais je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. Donc toi, tu fais plutôt la pesée, l'état nutritionnel, le bilan de dénutrition, ces choses-là, c'est ça? C'est ça. Moi, quand je vais chez le patient, concrètement, je livre. Donc, je livre mon matériel, première chose. Comme ça, je dépose tout. Il y a tout ce qu'il faut pour tenir un mois, pour être alimenté un mois. Et une fois que j'ai tout déposé, là, je m'assois avec lui. Et donc, il me donne son poids, il me donne un petit peu son état général. Je vois un petit peu s'il est plutôt en forme, plutôt fatigué. J'estime un petit peu l'activité physique qu'il fait sur la journée. Est-ce qu'il marche pas du tout? Est-ce qu'il marche une demi-heure? Est-ce qu'il marche 1 heure? Il y en a qui vont marcher 2 heures. Je m'assure le transit aussi. Le transit, c'est aussi important. Je m'assure qu'il ne soit ni en diarrhée ni constipé. Je discute un petit peu des repas qu'il prend, s'il mange. Là, je redonne des conseils s'il a besoin de conseils. Si je vois qu'il y a un petit truc à rajouter, par exemple, il prend pas de protéines le soir parce qu'il estime qu'il n'en a pas besoin ou parce que c'est pas dans ses habitudes alimentaires. Voilà, je lui explique que c'est quand même important de prendre des protéines le soir, au moins temporairement, au moins le temps de passer à la maladie, parce que voilà, la priorité, c'est la maladie. Il y en a qui, par habitude et par conviction, ne prennent pas de protéines le soir, admettons. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin que ce soit de la viande ou même des légumes secs. Mais je leur ai dit, ben voilà, là, l'habitude, il faut la laisser de côté. Le corps, il n'est pas habitué à avoir un cancer. Donc, il faut lutter contre la maladie en priorité. Et une fois que tout sera terminé,
on pourra revenir à une alimentation, À ces petites habitudes. voilà, ces petites habitudes. Donc, je fais ça, un petit point général. Ça peut durer 10 minutes parce que tout se passe très bien, parce que le patient il est en forme, il est bavard, il nous raconte tout, voilà. Des fois, il faut un petit peu creuser et chercher les infos. Et parfois, il y a un petit rôle de psychologue à faire, écouter le patient, ce qu'il a à dire, essayer de le rassurer un petit peu parce qu'il il se voit pas en sortir. Donc, voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Mais voilà, je livre et puis je fais toujours un point nutritionnel avec le patient. Et puis, je fais du lien aussi parce que je veux pas être pour le patient, venir livrer le matériel, être un livreur et repartir. Ah oui, bien sûr. Je veux qu'il se sente vraiment accompagné et rassuré, accompagné, qu'il n'ait pas de questions, qu'il n'ait pas de doute ou quoi. Voilà. Moi, là où je peux l'aider sur le domaine où je peux l'aider, je l'aide et puis je l'aide avec plaisir, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton métier ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins? Qu'est-ce que tu aimes le moins faire, par exemple? Bon, l'administratif, c'est pas terrible, hein. Ça reste administratif. Après, des fois, ça fait quand même du bien de pouvoir se poser un petit peu. Ouais. Et puis après, c'est aussi satisfaisant de se dire, voilà, j'ai mon compte rendu qui est nickel, je l'ai envoyé au médecin. Le médecin, il est au courant de la situation du patient il y a 3 heures. Ça, c'est bien, mais pas trop, on va dire. Toute la partie, après, en tout cas dans ma société, là où je travaille actuellement, on a avec ma collègue infirmière pour mission également de passer les commandes auprès des fournisseurs pour avoir le stock chez nous. Donc, il y a cette partie qui n'est pas du tout intéressante. Faire l'état des stocks, passer des commandes, c'est pas intéressant, quoi. Il faut le faire, mais c'est pas intéressant. Et après, la difficulté qu'on peut rencontrer et qu'on rencontre par période, c'est les périodes, on va dire, de rush. Le problème, c'est que nous, on se fait notre planning, on sait quand est-ce qu'on doit revoir nos patients. Donc, on dit à ce patient, je reviens dans 4 semaines. Donc, arrivé les 4 semaines, il faut aller le voir. On a notre semaine qui est calée, on a nos patients à voir tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure. Et puis là, hop, un appel d'un médecin, il y a un patient qui sort demain de l'hôpital, il faut le prendre en charge demain, quoi. Ouais, mais demain, j'avais pas prévu ça, j'avais prévu d'être à l'autre bout de l'Aquitaine, donc comment je vais faire? Ouais. La difficulté, c'est ça, c'est s'adapter en fait à l'imprévu, surtout à l'imprévu du dernier moment. Quand on est appelé quelques jours avant par la diététicienne ou le médecin de l'hôpital pour nous dire, par exemple, le mardi, qu'il y a un patient qui sort le vendredi, on a le temps de s'adapter. Ouais, tout à fait. Et quand on a un appel le vendredi matin et ça arrive pour le vendredi après-midi, là, ça se complique. Ça se complique, surtout quand on s'est dit, ouais, je vais me faire ça cet après-midi, je vais faire ça, 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 ça. Au moins, je serai un jour. Eh bien, non. Pour peu qu'il habite à 2 heures de route, Ouais. même 1 heure, ça nous repousse tout. Donc, la difficulté, c'est ça. C'est l'imprévu du dernier moment qui nous met en speed. Mais voilà, on n'a pas à se tromper, quoi. Il faut que le patient il ait tout chez lui pour débuter les soins. Donc, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur ou quoi. Il faut satisfaire absolument tout le monde dans ce travail. Il faut en priorité que les patients soient bien pris en charge au domicile, donc ils aient tout le matériel qu'il faut, qu'il n'y ait pas de doute sur la prise en charge, que les infirmiers libéraux puissent être hyper efficaces, qu'ils sachent vraiment ce qu'il faut qu'ils sachent et puis ce qu'ils ont à faire. Il faut aussi les former, hein. Il faut former les infirmiers sur parfois les manipulations des pompes, des sondes. Donc, il faut satisfaire le patient en priorité, les infirmiers libéraux pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Il faut satisfaire les médecins et les infirmières et les diètes des services pour qu'ils soient contents de la société et puis du diète qui travaille parce que c'est aussi important pour la société. Donc, il faut satisfaire tout le monde. Donc, même dans le speed, on peut pas laisser quelque chose à côté. Il passe en côté, c'est l'administratif. Mon compte rendu, je le ferai plus tard. Mon ordonnance, j'aurai 4 jours de retard, c'est pas grave. Je finirai par pouvoir le faire. La difficulté, c'est celle-ci. D'accord. Et en termes d'horaire, ça donne quoi? En termes d'horaire, moi, du coup, en tant que statut salarié, j'ai un 9h-17h avec 1 heure de pause pour manger. Donc, c'est hyper confortable, hein. 9h-17h, c'est top, hein. Et puis, à part quand il y a les bouchons sur la rocade de Bordeaux. mais sinon, non, c'est horaire 9h-17h. On s'organise la journée comme on veut. Moi, je sais que si je veux commencer plus tôt, je peux commencer plus tôt et finir plus tôt. Ou si je veux commencer plus tard, je commence plus tard, je finis plus tard. Après, je ne parle pas de commencer à midi et de finir à 21h, mais si je veux, voilà, je peux. Après, si je veux, je peux aussi partir de chez moi et aller directement chez le patient pour ne pas perdre de temps, admettons.
Voilà, je m'organise pas mal comme je veux. Ça, c'est hyper bien, en fait, hein. C'est un des avantages, c'est que je suis autonome sur ça. Tant que mon travail est fait et qu'il est bien fait, au niveau des horaires, je suis assez libre, quoi. Donc, même si un jour, c'est calme, avec un peu de chance, c'est calme, je peux rentrer un petit peu plus tôt le vendredi, je peux rentrer un peu plus tôt le vendredi si mes tâches importantes à faire sont faites, c'est bon. D'accord. Et quelques week-ends parfois? Parfois, ouais, donc les astreintes. Là, je suis à deux, donc on est à deux coordinateurs. Donc, on a l'astreinte une semaine sur deux. Parce qu'on ne peut pas imaginer que le patient est chez lui le week-end avec sa pompe. Il y a un problème, la pompe ne marche plus, ça peut arriver. On ne peut pas imaginer que personne, enfin, qui puisse joindre personne de la société ce week-end, quoi. Parce que sur une personne qui mange, qui s'alimente, euh, autant c'est pas très grave, mais sur une personne qui mange pas du tout et qui est déjà très fragile, si elle mange pas pendant 2 soirs, le vendredi soir, le samedi soir, parce qu'il y a un problème de pompe, ça peut être hyper grave, c'est pas possible. Donc on a une astreinte effectivement qu'on a le soir et le week-end. Donc, je peux recevoir. Donc là, cette semaine-là, je suis pas d'astreinte, mais si j'avais été d'astreinte, par exemple, je pourrais recevoir demain matin un appel d'un hôpital pour prendre en charge un patient qui sort l'après-midi et pour qui il faut une nutrition entérale. Et donc, du coup, je râle parce que je peux pas faire mon petit planning du samedi après-midi, Ouais. mais j'y vais parce que le patient, il faut qu'il soit pris en charge. Donc, il y a Et des patients qui sortent le samedi parce que je me demandais justement s'il y il y a avait des pas patients. de sorties spécifiques en fonction de ça, justement pour qu'ils puissent être pris en charge dès qu'ils sortent, en fait. Ça, c'est vachement, j'ai envie de dire, service dépendant. Il y a des services qui sont hyper, pas hyper sérieux parce que c'est pas une question de sérieux, mais qui sont vachement compréhensifs avec nous, qui Mhm. vont nous appeler à l'avance parce que un patient qui sort avec une nutrition entérale, il n'est pas arrivé la veille. Et oui. Ça fait toujours quelques jours qu'il est là. Ils savent que quelques jours après, il va sortir avec des soins. Donc, bien souvent, on est prévenu à l'avance. Comme ça, nous, on peut anticiper. Mais il y a des services voilà, qui sont un petit peu sous l'eau ou qui n'y pensent pas et qui, mince, le patient il sort cet après-midi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Non, rien du tout. Il faut appeler un prestataire. Ouais, ouais. On va appeler eux parce que on va appeler eux. Et du coup, voilà. Donc, demain après-midi, j'irai pas faire les magasins. J'irai chez un patient qui habite loin ou pas loin. Donc voilà. Des fois, ça fait un petit peu râler, mais bon, c'est comme ça. Il y a le patient en priorité et puis aussi son poste, hein. Si je Mhm. dis non, là-haut, ils vont pas être contents. Ça, c'est sûr. D'accord. Et donc, tu nous as parlé des points négatifs et qu'est-ce que tu préfères alors? Qu'est-ce que je préfère au final, c'est l'autonomie. Ça, c'est Ouais. quand même bien. Je suis autonome, je fais mon planning, mon emploi du temps comme je veux. Ce qui est bien aussi, c'est de se sentir assez important. C'est-à-dire que c'est une prise en charge qui, pour moi, a vraiment du sens. Je suis chez le patient, dans son intimité, chez lui, pendant plusieurs mois. Donc, pour moi, j'ai un rôle qui est important. Enfin, en tout cas, les prestataires ont un rôle qui est important parce que non seulement on permet au patient d'être chez lui avec ses soins plutôt que d'être à l'hôpital. Donc, si on n'existait pas, si les prestataires n'existaient pas, soit les patients resteraient à l'hôpital avec des soins dont ça coûterait d'une part cher à la sécurité sociale. Le patient ne serait pas du tout dans des conditions optimales pour Ah, récupérer. on est mieux chez soi, c'est sûr. Là, on est beaucoup mieux chez soi, ça c'est clair. Donc ça c'est bien, c'est valorisant. On se dit c'est une prise en charge qui de A à Z au final. Donc c'est hyper intéressant. Donc l'autonomie, la relation avec le patient. Moi, faire de la route, pour moi, c'est pas un problème pour l'instant, en tout cas. Dans la voiture, on est plutôt bien, hein. La musique, la radio, quelques coups de fil. Enfin voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je ferai pas ça en plus toute ma vie parce que ça fait quand même beaucoup de route et puis je me dis que je multiplie quand même mon risque d'avoir de l'accident. Mais, euh, mais pour moi, c'est des points, des avantages. L'autonomie, la prise en charge et puis voilà, un petit peu de voiture, de ne pas avoir tout le temps quelqu'un sur mon dos ou des fois de me retrouver tout seul, c'est bien. D'accord, super. Ouais. Bon, c'est très intéressant. Est-ce que peut-être vous avez des questions? J'ai à peu près fait le tour, moi, de toutes mes questions que j'avais préparées. J'ai sans doute pas pensé à tout, hein. Si toi, tu vois quelque chose Moi à non plus, je rajouter, ne faut pense dire. pas avoir pensé à tout. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans les avantages, il y a aussi la satisfaction de se dire, un patient, ça y est, on lui a retiré la sonde, je vais pouvoir la récupérer mon matériel parce que c'est terminé, il n'y a plus besoin de moi. Donc, bien souvent, ils ne nous disent pas à bientôt ou quoi, ils veulent pas nous revoir. Ah oui. Donc ça, c'est aussi, c'est vachement.
c'est vachement valorisant. On est vachement content enfin, moi, en tout cas, je suis vachement content quand j'ai un patient qui est enfin libéré de sa sonde, qui a son cancer est traité, il n'a plus rien, il remange, il est en forme, il va pouvoir reprendre le travail. Ça, c'est toujours vachement gratifiant. Ça fait toujours vachement plaisir. Et puis, bah, des fois, Ça c'est doit pas le être cas. émouvant. Comment? Ça doit être émouvant dans le positif cette fois. Ouais, des fois, c'est émouvant, surtout avec des patients. Je pense à un patient en particulier qui avait un cancer ORL, qui avait une hygiène de vie. Il était des pays nordiques un petit peu. Donc, voilà, c'est quand même une hygiène de vie assez stricte avec du sport, avec une alimentation vraiment saine. Pas fumeur, pas d'alcool. Enfin, il a un cancer, ouais, un cancer de la gorge qui lui tombe dessus. Les médecins du CHU ne peuvent pas l'expliquer. Bon, bah, on l'accompagne, on fait ça. Forcément, vu qu'il a une hygiène de vie assez irréprochable, bah, il s'en remet vite. On s'en remet plus vite quand on a une bonne hygiène de vie que quand on a une mauvaise hygiène de vie. Et puis, bah, voilà, quand c'est fini au bout de 3 mois, qu'on s'en va avec le matériel, et ben, voilà, on est super content pour lui. Et puis, il nous dit, ouais, on reste en contact. Si vous passez dans le coin, vous me dites, vous passez boire un café ou une bière. Et puis, donc, c'est super intéressant. Ça, c'est cool. On fait parfois du lien avec des patients. On s'entend vachement bien avec eux, surtout si on a un point commun avec des patients. Ça rajoute aussi au lien affectif. Oui, tout à fait. Bon, très bien. Ouais. Il y a Camille qui nous a laissé, mais je ne sais pas si tu vois le chat, William, elle nous dit, je dois Non, vous laisser, je mais en n'ai tout pas ce que cas, je veux. mille merci, c'était vraiment génial. Ça a répondu à toutes mes Non, tant mieux. interrogations. Bonne Ok, continuation à super. toi, William, et bon week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nathalie dit également que c'était très intéressant et très enrichissant. Eh ben, super, si ça vous a permis de découvrir, c'est vrai, un domaine qui est vraiment très peu connu hein, dans la diététique, donc je trouvais ça vraiment Ouais. cool. Et du coup, merci beaucoup, William. Est-ce qu'il y a Avec plaisir. des questions? Dernière question, non? S'il y a des questions qui vous viennent plus tard, comme d'hab, hein, vous passez par Facebook et puis William, il est dans le groupe, en plus, il pourra répondre Tout à direct. fait. Ouais, ouais. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est que d'une part, c'est un milieu qui recrute beaucoup parce qu'il y a beaucoup de turnover dans les équipes. Les équipes, les diètes, enfin, ça, voilà, ça tourne beaucoup. Les diètes restent 1, 2, 3 ans, 4 ans, mais voilà, ça tourne beaucoup. Donc, ça recrute pas mal finalement. Mhm. C'est bon à savoir. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc si on arrive à avoir un stage optionnel, par exemple, là-dedans, si ça nous intéresse et ça nous facilite nos chances pour avoir un travail derrière dans ce domaine. Et puis pareil, ça nous fait ça nous fait une bonne expérience en oncologie déjà, en nutrition artificielle. Enfin, ça demande quand même une bonne organisation. Il faut savoir s'organiser, gérer ces différentes tâches, y mettre des priorités. Donc ça, ils le savent dans les services. Ils savent qu'on a une bonne organisation. Donc ça peut aussi aider à trouver un poste en structure spécialisée en oncologie, par exemple, suivre un patient en chimio, par exemple. Si on a un passé dans la prestation, qu'on a été habitué au quotidien de la nutrition artificielle, ça peut nous aider aussi à trouver du travail en structure. Sûr. Donc, ça recrute beaucoup. Après, c'est pas de la diététique. Voilà. Il y a des gens qui sont diététiciens qui vont dire, ben voilà, t'es pas vraiment diététicien, quoi. Mm. Bah Donc, si, c'est mais sûr que, c'est différent, ouais, c'est vrai que c'est... voilà, moi, je suis spécialisé, on va dire, dans la prise de poids, dans la lutte contre la dénutrition. À l'inverse de beaucoup de ce qu'on peut imaginer la diète, qui est ben, perte de poids. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc, moi, Et la c'est tout l'inverse. de la perte de poids en général, surtout en cabinet. En Et cabinet, on a oui, beaucoup, beaucoup de voilà, consultations pour le motif de perte de poids. Et là, c'est vrai que j'imagine. toi, tu essayes de leur en faire prendre. Voilà. Moi, je leur dis souvent au domicile, ben voilà, tout ce que vous n'avez pas le droit de faire, manger trop gras, trop sucré, ben là, vous y allez, on s'en fiche. Même le sucre, à part si on est diabétique, mais le sucre, voilà, c'est pas la priorité. On dit que ça nourrit le cancer, mais bon, c'est pas. Après ça, on y croit pas, mais bon, après, il ne faut pas non plus Ça manger dépend de des l'état de bonbons. chacun aussi. Aucun intérêt de manger des bonbons à longueur de journée. Ouais. Mais voilà, s'il aime bien boire de l'eau avec du sirop, si c'est la seule façon de lui faire boire de l'eau pendant sa chimiothérapie qui attaque vachement les reins, ben, il met un petit peu de sirop et puis voilà, il a le droit. Enfin, Mm. donc moi, je lui dis, voilà, tout ce que vous n'avez pas le droit de faire habituellement, ben, là, vous y allez, il n'y a aucune limite. Vous faites plaisir, tout ce qui passe, vous mangez, vous profitez. D'accord. Il y a Léa qui demande par quoi s'explique le turnover. Est-ce que c'est lié à la route ou à autre chose? Bah, ça peut être expliqué à la route, ouais, beaucoup de personnes qui en ont marre de la route. Alors très souvent, une très très grosse majorité
je réfléchis, mais du coup, bientôt 3 ans et plusieurs boîtes, je crois que j'ai eu qu'un seul collègue diète ou infirmier sur beaucoup de filles. Donc, il y a beaucoup de femmes dans ce domaine. Donc, les femmes, forcément, une fois qu'on a un enfant, on va être plus disponible. Là, à la prestation, concrètement, le soir, on ne sait pas à quelle heure on va rentrer chez nous. Donc, bien souvent, voilà, une femme préfère avoir des horaires plus fixes pour pouvoir s'occuper de l'enfant, aller chercher à l'école ou quoi. Donc ça s'applique aussi par rapport à ça. Plusieurs fois, j'ai vu ça, hein. Les horaires qui peuvent parfois être un petit peu pesants. Parfois, il y en a qui ont trop vu, c'est un rythme aussi, c'est un rythme qui peut être des fois, je mange pas, des fois, je mange dans la voiture pendant que je conduis sur l'autoroute. C'est un rythme qui peut être assez soutenu parfois. Et puis, des fois, on a peut-être marre de voir des choses un petit peu négatives, des cancers, des handicaps, tout ça. Parfois, on peut en avoir marre. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est plusieurs choses dans nos heures qui fait qu'il y a du changement, il y a du roulement dans les équipes. Ouais, d'accord. Bon, bah super. Est-ce qu'on a une autre question? Une ou deux questions, non? Bon, bah a J'ai priori. le chat sous les yeux. Là, du coup, je vois une question qui vient d'arriver. Je l'ai Vas-y. sous les yeux. François, il a dit d'arrêter comme un jeune cétogène pour tester Je la lis à voix haute pour les personnes qui sont replay qui n'ont pas le chat, excuse-moi. Ouais, vas-y. Si vous avez rencontré des patients avec des croyances personnelles ou des idées bien arrêtées, comme un régime cétogène pour traiter ou améliorer un cancer? Ah, c'est une bonne question, ça, Léa. Ça peut être Ouais, aussi, moi, on m'a c'est une posé très la bonne question question. très récemment par rapport aux jeunes et au cancer. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. J'y ai pas encore rencontré ce genre de problème-là. Après, moi personnellement, je pense que faire un jeûne quand on a un cancer, c'est pas du tout une bonne idée. À part éventuellement en tout début de cancer, s'il est très peu avancé, pour pas qu'il se développe. Mais s'il est un petit peu développé, enfin, le cancer, il va aller chercher son énergie où que ce soit, il ira la chercher. Donc, si c'est pas par l'alimentation qu'on apporte, hein, il ira la chercher dans le muscle, il ira faire de la protéolyse, de la lipolyse, il ira tout faire pour chercher son énergie. On va perdre de la masse musculaire petit à petit, se fatiguer et puis et finir par décéder, quoi. Donc, en tout cas, pour moi, le jeûne, par exemple, ou le cétogène, c'est pas du tout la solution. Mais, on peut le croire. Et en tout cas, moi, j'ai pas eu le cas de patient qui était convaincu par ça. Donc, j'ai pas eu à me. Je l'ai quelques fois expliqué parce que ils posaient des questions. C'est pas des croyances personnelles qu'ils avaient. C'était Mhm. plus des questions. J'ai vu ça. Est-ce que c'est vrai? Mais jamais de grosses croyances. Après, dans tous les cas, il faut savoir que c'est toujours le patient lui-même qui décidera de tout. C'est-à-dire que si le patient il veut pas de sonde d'alimentation, il a le droit. Voilà. On ne peut pas lui imposer. Il n'en veut pas, il n'en veut pas. S'il ne veut pas manger de féculents ou pas manger du tout parce qu'il croit ça, eh ben, il a le droit aussi. Je peux pas le juger, je peux essayer de l'en persuader par rapport à mes convictions à moi et par rapport à ce que vont dire les médecins. Mais en tout cas, voilà, il faut toujours respecter la décision du patient. Parfois, il y a des patients qui expriment le souhait de mourir parce que il se voient pas en sortir. Il se voit sous chimio à vie, il se voit s'épuiser, se fatiguer petit à petit et perdre en autonomie. Donc parfois, ils expriment le souhait de mourir. Donc là, c'est pareil, hein, on peut qu'accepter la décision. Et du coup, notre travail à ce moment-là, ça consiste en les accompagner au mieux pour ça. Donc nous, en tant que prestataire, on est moins dans, enfin on peut les accompagner, mais c'est pas au même à la même échelle qu'une infirmière libérale qui intervient tous les jours, qui le Oui. voit tous les jours, ou même dans un service où là, en soins palliatifs par exemple, où là c'est de l'accompagnement pour le décès, là voilà, il faut vraiment qu'il soit bien accompagné, qu'il puisse partir sereinement et puis dignement quoi. Mais sinon, non, des grosses croyances, j'ai jamais eu de. Mais je pense que ça viendra. J'ai Sans doute, confiance. oui, c'est possible. Il y a une autre question de Nathalie. En fait, dans les hôpitaux, quand l'équipe médicale arrête l'alimentation d'un patient en oncologie, pardon, c'est forcément que son état ne peut plus être amélioré et que le décès est proche. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est rare. Après, il y a toujours le même problème. C'est déjà ils veulent rarement décéder à l'hôpital, donc même s'ils sont en mauvaise santé. Et bien souvent, c'est ça. C'est l'HAD qui prend le relais à ce moment-là. Si le patient est vraiment arrivé à un état de fatigue qui est vraiment dégradé, l'HAD prend le relais pour l'accompagnement, pour les soins palliatifs à domicile. Ou sinon, c'est ce qu'on appelle aussi une équipe
une équipe médicale de soins palliatifs, je crois, qui intervient au domicile, qui prend en charge le patient pour la Ok, fin de vraiment vie. spécialisé sur la fin de vie. Voilà. Mais après, c'est qu'il y a quand même la question dans le service, on ne peut pas laisser la personne mourir de faim, quoi. Enfin, ça, on le voit quelquefois à la télé quand ils refusent de s'alimenter ou dans les services. C'est compliqué. Mais du coup, pour la question, dans les services, dans les équipes médicales, c'est très, très rare quand c'est dans le service que la personne va passer. Ah, du vécu. Ouais. Du vécu, c'est-à-dire que l'équipe, ah oui, l'équipe médicale a décidé elle-même de stopper l'alimentation parce que, d'accord, ouais, ouais. Ça peut arriver. Après, voilà, si c'est une décision si c'est au clair avec la famille, avec le patient, les médecins, bah, ma foi, pourquoi pas, hein. C'est, comme je dis, hein, c'est le patient qui doit décider de quand il veut partir et comment il veut partir, quoi. Donc, s'il veut plus être alimenté parce qu'il ne sent pas, ben, l'équipe médicale, elle accepte et puis elle va dans le sens, hein. Moi, je trouve ça tout à fait normal, d'ailleurs. Mhm. Ouais. Grand débat en ce moment d'ailleurs sur l'aide à mourir, etc. Mais bon, enfin, c'est pas le Ça, débat du d'ailleurs, jour, actuellement, ils mais en parlent, ouais. Moi, ouais. voilà, enfin, chacun pense, mais voilà, il faut toujours respecter en premier lieu le patient, je pense. Donc, il faut essayer de se mettre à leur place, quand même. Ouais. Bon. Moi, c'était pas très gai comme fin de. Non, c'est ce que j'allais dire. On finit sur une note un petit peu tristoune. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, William. C'était vraiment super Avec intéressant. plaisir. Donc, bah, je vous souhaite à toutes et à toi, William, un super bon week-end. Ouais, Et merci puis, beaucoup. on se revoit le mois prochain pour une nouvelle interview. Bon week-end à tout le monde. Au Avec revoir. plaisir. Au revoir. Au revoir.